On s'échauffe avant. C'est bon là? Ça en fait de la poussière. Ça en fait de la poussière. Ça en fait de la poussière. Pascal Berger, bonjour. Bonjour Damien. Merci beaucoup d'être ici. Nous préparons en ce moment une série d'interviews pour notre chaîne Théalingua. Les interviews s'appellent « Ça en fait de la poussière ». Est-ce que tu sais d'où ça vient, « Ça en fait de la poussière » J'ai entendu ça déjà. Ouais, c'est bien de... ça vient du rhinocéros. Exactement, du rhinocéros de Ionesco. Quand le rhinocéros passe, il y a quelqu'un qui dit « ça en fait de la poussière, un rhinocéros ». Et c'est pour dire que ça remue et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment au théâtre. Et au théâtre, il y a aussi la poussière qui est un élément assez important. Et qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'interviewer des gens, des metteurs en scène, des comédiens, sur leur pratique de leur métier, du théâtre, pour essayer de partager et de faire connaître aux autres ce que c'est. Donc on se connaît, nous, depuis, je sais pas, une dizaine d'années. Oui, voilà. oui. Ouais. Voilà, j'ai un peu travaillé avec toi, ça m'a beaucoup plu et j'avais envie de t'interviewer un petit peu pour voir, connaître un peu plus de choses, quoi. Eh bien, ça me plaît, très bien. Super, allons-y. D'abord, Pascal, est-ce que tu peux te présenter succinctement et puis nous dire ce que tu fais sur cette planète? Donc, je suis professeur d'art et de théâtre. J'étais au lycée franco-allemand, franco-allemand de Berlin, Ok. pendant 30 ans, un peu plus, où j'ai enseigné les arts et le théâtre pour la Oberstufe. Ok. Voilà, depuis 2009, je suis à la retraite. Et depuis 2009, j'ai fondé un groupe de théâtre qui s'appelle Les Derflingers et avec lesquels on est toujours ensemble. Ok. Et tu montes des pièces de théâtre avec ces... On monte des pièces de théâtre avec ces Derflingers, avec cette troupe de théâtre. On joue en français, on est... en fait, oui, international, enfin bon, international. On joue en français, ça c'est clair. Et on s'appelle les Derflingers parce qu'on a un lien avec le lycée français qui est dans la Derflingerstraße. Et pour marquer quand même ce lien, alors qu'on veut s'en détacher quand même, puisqu'on est indépendant du lycée. Mais on s'est dit que quand on a cherché un nom, on s'est dit que les Derflingers, c'était peut-être pas mal. Oui, et puis ça fait tonton flingueur. Voilà, un peu. ça me plaisait moins. C'est moins mon style de théâtre. Mais j'étais d'accord. Comment t'es venue l'idée de faire du théâtre? Comment ça s'est passé dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose où tu t'es dit, tiens, je vais faire du théâtre? Au lycée français, d'abord j'ai commencé par être professeur d'art. Ouais. Donc je faisais tous les niveaux, et surtout la Oberstufe. Et j'ai fait beaucoup de Grundkurse en art, et j'ai travaillé pendant plusieurs années avec ma collègue de musique, qui avait aussi la Oberstufe, Ouais. et on a monté des spectacles ensemble. C'est-à-dire que moi j'étais ce spectacle musique-art. Quelquefois on trouvait le même thème, et on se complétait, ou bien on a fait différents spectacles, et à un moment donné on s'est dit toutes les deux, on va faire une formation pour être prof de théâtre. Et Okay. on a fait la formation chez Rudi Müller, qui était Roland Müller, qui était le grand, c'est lui qui a, comment dirais-je, qui a lancé le théâtre dans les lycées berlinois. Ok. Avant, il n'y avait pas de cours de théâtre, parce que maintenant, il y a des cours de théâtre. Ouais. Quand moi j'ai commencé, il fallait toutes les années demander une autorisation pour pouvoir faire un cours de théâtre. Ok. Et puis après, dans les années, donc ça faisait 80, dans les années 85, ça a été officialisé à Berlin. Il y avait partout de plus en plus de cours de théâtre dans les lycées. Et du coup, après, il fallait avoir une formation, mais c'était pas, il ne fallait plus demander chaque année. Ça rentrait dans l'emploi du temps. D'accord. Ça rentrait dans les programmes des élèves aussi. Et il y avait beaucoup d'élèves qui avaient envie de faire ces cours-là? C'était obligatoire? Comment ça se passe? Non, c'était pas du tout obligatoire. Ça commençait d'abord sous forme d'un peu de hagué, si on veut. Ok. Et après, quand ça a été officialisé que dans les programmes allemands, on pouvait faire le théâtre
comme Abiturfach. Ouais. À ce moment-là, ça faisait partie du... C'était un gros course. D'accord, ok, je comprends. Et il y a un événement qui s'est passé, quelque chose où tu t'es dit, là vraiment ça me plaît quoi. Ça me plaît vraiment de la scène, Oui, parce que les arts, de faire des expositions c'est bien, mais quand il y a la possibilité de travailler avec les élèves, c'est vraiment qu'on fait le dadaïsme, le surréalisme, etc. On fait des costumes, on fait plein de choses qui sont pas simplement dessiner et peindre. À ce moment-là, on arrive déjà sur la scène. Et quand on a la possibilité d'avoir une musique live, parce qu'on s'entend bien avec une collègue ou plusieurs collègues de musique et qu'on construit ensemble, ça, c'est un déclic. Quoi, aussi. Il y a quelque chose. Finalement, Donc tu as construit des spectacles tous les ans, presque, enfin tous les ans. Pendant 20 ans, pendant 30 ans, j'ai fait, disons, pendant 25 ans où j'ai fait du théâtre au lycée, chaque année on faisait une pièce. Ok. Et là, depuis que je suis à la retraite, chaque année on monte une pièce de théâtre. Ok. Donc c'est passé par plein de répertoires, j'imagine. Donc on passe par plein de répertoires, effectivement. Moi j'ai toujours des petites questions rituelles que je pose à tout le monde, parce qu'on a envie de partager son savoir. Est-ce que tu aurais un exercice à nous proposer pour s'échauffer corporellement? Oui. Que tu fais régulièrement, que tu aimes bien? Alors, il y a un exercice moi, que j'aime bien qui est pour la voix. Ouais. Où les personnes se mettent face à face. Ouais. Enfin, ça, c'est pas face à face, à quelque chose d'un mètre de distance. Peut-être que je peux le faire avec toi? Non. Bah on peut essayer. C'est difficile. Explique déjà, ouais. Donc les deux personnes sont face à face. Ouais. Et il y a disons il y a A et B, et disons que B va se laisser tomber sur son partenaire, se laisser tomber, se mettre vaciller, mais en restant droit. Et la personne qui la reçoit en lui mettant la main sur là, au-dessus, là. Sur la résistance. Ce qui est intéressant, c'est que la personne qui est c'est difficile à expliquer. Et une fois qu'on sent qu'on est bien installé, disons, que le corps, que le bassin, enfin qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle de Hohlkreuz, enfin que la colonne vertébrale n'est pas, que tout est vraiment décontracté, mais qu'on est bien droit mais à l'oblique. À ce moment-là, le partenaire fait vibrer la personne, et ces vibrations déclenchent un son chez celui qui va travailler sa voix. D'accord. C'est clair? Ouais. Tu veux qu'on essaye? On peut essayer. Ouais, vas-y. Voilà. Okay. Tu as la tête droite. Enfin, il faut vraiment que tout soit bien détendu. Moi, je te tu pousses. Vibrer, ah, d'accord. Je te fais vibrer. Et moi, je. Et voilà, c'est ça. Et tu ne parles pas au sol, mais tu parles évidemment quand tu es là, c'est plus facile. Et puis là, je parle et puis j'essaye de faire des choses. Et là, tu peux faire sur le A, après sur le O, etc. Et après, une fois qu'on est décontracté, on peut commencer sur des petits mots, des choses qui sont très là. Et ce qui est important, c'est que c'est pas la personne qui parle qui doit vibrer, c'est vraiment la personne qui est responsable pour les vibrations, qui soutient et qui incite qui doit juger ou contrôler si c'est retenu ou si la personne elle se lâche vraiment, et à ce moment-là, avec les vibrations qu'elle donne à la personne, elle l'oblige à s'élargir. Et puis à trouver aussi peut-être des vibrations et des positions qu'elle ne connaît pas. Voilà, mais là en principe c'est vraiment sur la vibration qui est ici, c'est-à-dire il faut vraiment avoir la main au-dessus de la poitrine, qui ne coince pas la gorge évidemment. Et juste au-dessus là, juste au-dessus. C'est clair. Voilà, et exactement, moi je l'ai fait comme ça, mais c'est comme ça, et les deux mains sont comme ça et on appuie vraiment comme ça. Clair. Et ils aiment bien ça parce que ça... Et il y a du contact. Il y a du contact, et en même temps il y a du soutien. Et
une fois qu'on a passé le premier stade où on se dit c'est un peu idiot, on voit qu'ils arrivent vraiment à se lâcher, quoi. Un exercice comme ça, tu le fais au début de l'apprentissage ou alors à la fin quand on répète les répliques ou... Je le fais quand je vais faire avec un texte, par exemple, ou pour décontracter tout simplement. Pour décontracter en hiver, on est un peu comme ça, c'est bien on s'élargit. On ouvre quoi. Ok, super exercice. Nous, à Théalingua, on fait du théâtre, on mélange théâtre et langues étrangères. Donc on fait de la pratique théâtrale pour apprendre les langues. Donc toi, tu es française, tu vis en Allemagne depuis un certain temps. J'imagine que tu as pas mal d'expérience avec ce mélange des langues, du français et de l'allemand. On t'entend dire des mots en allemand. Et qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce que ça t'inspire déjà quand on dit théâtre et langue et qu'on les mélange et qu'on les confronte? Alors, ce que je trouve intéressant, du fait que au lycée on travaillait, on a toujours travaillé, on travaille en français, enfin la langue courante c'est le français, mais il y a énormément d'élèves, la moitié des élèves sont allemands et quand on joue des spectacles, on a évidemment aussi un public franco-allemand. Ouais. Donc moi ce qui m'a intéressé toujours c'est de voir comment est-ce qu'on peut visualiser le langage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut essayer de faire comprendre à des gens un public qui ne comprend peut-être pas toujours très bien le français ou à des Allemands qui parlent peut-être pas toujours très bien le français, comment est-ce qu'on peut visualiser des images ou poétiser le langage, c'est-à-dire pas rester collé à un texte, mais de voir quelles sont les associations qui sont éveillées par un texte et comment est-ce que je peux les rendre de telle façon que, un peu comme une bande dessinée, pas une bande dessinée, mais de telle façon que quelqu'un qui ne comprend pas tout soit quand même fasciné par un spectacle et n'en sorte pas en se disant j'ai rien compris. Mm-hmm. Ouais, c'est-à-dire que lui aussi il a des points d'accroche, des points de repère où il se dit tiens là il y a une séquence, enfin il y a quelque chose qui passe en dehors en dehors des mots. Et qu'est-ce que c'est ces points de repère? Qu'est-ce que tu mets en place? Alors ces points de repère, bon, c'est souvent des images que moi j'ai en tête, qui viennent quelquefois aussi de tableaux qui viennent du domaine artistique, ouais. Où je vois des idées que j'essaie de décrire pour moi comme je décrirais un tableau, okay. Et que j'insère souvent aussi comme un tableau vivant dans le spectacle. Par exemple, dans Picasso, c'est ce que j'ai fait, où j'ai fait un tableau vivant du déjeuner sur l'herbe. Okay. Et là, en pensant, bon, il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui ne comprennent pas, ça dépend, c'est pas important. Et de voir que s'il y a un feeling, s'il y a quelque chose, s'il y a un éveil, de dire, ah bon, il y a une façon de relever certains détails que j'associe à ce que je connais déjà, que ce soit des lumières, des ambiances son, ou des ambiances, comme je dis, de tableaux vivants, par exemple, qui font Est-ce que pour toi, faire du théâtre avec des enfants et faire du théâtre avec des adultes, c'est la même chose? Est-ce que c'est différent et pourquoi c'est différent? Alors, oui. Je trouve que la question est mal posée. Ah, bah vas-y. Parce que la différence, c'est pas de faire des spectacles, c'est pas de travailler avec des jeunes ou avec des adultes, c'est de travailler avec des gens qui sont intéressés et qui sont pas sous le stress de notes. Ouais. Et les gens qui sont, enfin, par exemple, les élèves sont, je dirais, je travaille de la même façon avec des adultes qu'avec des élèves de la Oberstufe. Ça, c'est pas le problème. La différence, c'est que si tu mets des notes, si tu regardes les retards, s'il y en a qui font du théâtre parce qu'ils veulent avoir une bonne note
mais qui s'imaginent qu'ils pourront avoir de cette façon une bonne note, mais qui sont... Qui vont pas plus loin. Ouais. À ce moment-là, je dirais, c'est la différence entre des jeunes déjà. Il y a des groupes qui sont plus faciles avec lesquels on travaille peut-être plus facilement, et d'autres groupes avec lesquels on travaille moins facilement, parce que les demandes et les exigences sont différentes. Et pour toi, c'est une histoire de groupe, de dynamique de groupe? Pour moi, c'est une je dirais que si tout est noté, si tu as des clausures, si tu as une note de trimestre, si tu as l'abitur à la fin ou le baccalauréat, c'est clair que tu vas travailler de façon un peu différente, toi en tant que professeur et l'élève en tant qu'élève. Il y a les élèves qui veulent se profiler, il y a les élèves... Alors que si c'est plus sur la base de si ça ne me plaît pas, je peux partir, ou si ça ne me plaît pas, je te mets dehors. Ouais. À ce moment-là, on a une acceptance, disons, qui est plus grande, et celui qui n'accepte pas, il part. Oui, c'est celui il s'y prend plus de plaisir à faire ce qu'il est en train de faire, ou qui ne voit pas l'objectif. Si tu ne vas pas dans un lycée, tu ne peux pas, dans un cours, tu peux pas dire, tu peux difficilement dire si ça. Oui, ou c'est une crise, existentielle, etc. On discuter. En principe, c'est difficile de mettre un élève dehors juste parce qu'il est gênant. Et est-ce qu'il y a des élèves qui t'ont marqué, est-ce qu'il y a des élèves qui sont passés là comme des étoiles filantes en te disant waouh, celui-là, où tu les repères tout de suite, ou alors tu as vu des progrès incroyables, ou des choses qui... Oui, des choses incroyables. Non, oui, c'est vrai qu'il y a quelquefois des personnes qui s'imaginent qu'elles ne peuvent pas faire du théâtre, et puis d'un coup elles découvrent qu'elles font du théâtre, qu'elles peuvent faire du théâtre, et à ce moment-là il y a un déclic qui fait qu'effectivement tu prends vraiment conscience de quelque chose qui est un enrichissement pour toi. Ça c'est clair. Et tu les vois faire, c'est eux qui font le déclic, ou c'est toi qui... Je pense que c'est rétrospectif. Enfin, quand tu le vois, évidemment, en tant que professeur, tu essayes d'aller plus loin. De tirer un petit peu, la personne qui se sent mise en confiance, elle va essayer aussi d'aller plus loin. Donc, je pense que là, c'est effectivement, il y a très souvent des déclics qui se passent, qui sont satisfaisants pour tous les deux. Des élèves, il y a plein d'élèves qui sont passés dans mes cours. Je me souviens encore pratiquement de tous les noms, et j'ai trouvé qu'ils étaient tous passionnants. Presque tous. Ok. Et tu t'as dit, quand ils sont en confiance, on travaille beaucoup, nous, sur la mise en confiance. Enfin, moi, personnellement, je travaille beaucoup sur la mise en confiance. Cette espèce de dynamique, c'est pas de la dynamique de groupe, c'est du cadre sécurisant dans lequel on va mettre les gens, parce que c'est notre rôle en tant que meneur d'atelier ou metteur en scène, de sécuriser tout ça psychologiquement. Je ne sais pas si c'est vraiment les termes, mais tu vois à peu près ce que je veux dire. Voilà. Et comment tu fais ça? Alors tu vas me dire, on fait ça de façon intuitive, mais j'imagine que tu as aussi peut-être des leçons, des choses intéressantes pour mettre en confiance. Pour mettre en confiance, pour dire ok, là on est en sécurité ensemble, on va commencer à... regarde l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, tu vois, si tu n'es pas habitué à... tu ne vas pas toucher les gens comme ça, tu ne vas pas aller en proximité, tu ne vas pas oser faire des trucs avec la voix alors que... il y a un exercice que j'ai fait quand j'ai commencé avec les Darfliner, où j'avais différentes personnes qui travaillent au lycée, dont la directrice. Et j'ai fait un exercice qui était se toucher partout. Tu as 3 secondes et il faut que tu touches tout le monde le plus possible. Et D'accord. Et je sais que cet exercice j'ai fait relativement tôt, alors que le groupe était pas...
que au début, ça a été assez difficile, et après, ces personnes qui se voyaient à l'intérieur du lycée ont tout d'un coup eu une autre approche, une autre façon de travailler ensemble aussi à l'intérieur de leur profession. On va parler un peu du texte. Le texte est un prétexte, mais le texte c'est important. Est-ce que tu aurais des trucs pour apprendre son texte? Vas-y. Vas-y, sors. Bon, peut-être. Oui, non, mais alors pour apprendre son texte, non, je dirais moi, ce qui m'intéresse dans un texte souvent, c'est la musicalité du texte. Je reviens un peu à ce que je disais avec ces images que j'ai. C'est-à-dire un texte pour moi, un écrit, enfin, un mot ne veut rien, enfin, n'a pas un mot en soi pris dans un contexte a une quantité de signification selon la façon dont tu vas le dire. C'est-à-dire que je trouve que c'est intéressant d'abord de voir qu'est-ce qu'on veut dire, enfin de se dire, de ne pas rester collé au mot, mais d'expérimenter et d'aller plus loin que le mot, c'est-à-dire d'aller de voir justement ce qu'un mot connu comment est-ce qu'on peut le dire de façon tout à fait différente pour casser justement l'attente qui vient avec ce mot que tout le monde connaît. Ah bon, c'est un peu comme si tu dis, on dit, bon, on fait pas, si je dis bonjour, j'ai pas besoin de faire bonjour avec le geste en même temps, parce que un dit la même chose que l'autre. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est justement quand un public attend que tu dises, j'en sais quoi, si tu dis café, oui, et ce mot, on le casse de sa signification, c'est-à-dire on le transforme, on y met un autre sens, ou on y met une autre façon de le parler qui est peut-être plus café, c'est plus les consonnes, enfin la sonorité. Et à ce moment-là, on peut jouer beaucoup plus avec le mot et avec la signification, je trouve. Donc, tu inciterais les gens à jouer avec les sonorités? Voilà, alors moi quand j'ai un exercice ici que j'ai amené, que j'aime bien. C'est un texte en allemand de Sakaya. Enfin, c'était le Coltès, c'est avec des élèves que j'ai fait ça. J'adore Coltès. Dans la solitude de champ de coton. Et moi, ça c'était quelque chose que j'aime bien faire, c'est-à-dire que je demande aux gens je leur demande de prendre des stylos de couleurs et de souligner tout ce qui est, par exemple, que chaque fois qu'il y a un mot qui revient, ou bien les mots qui reviennent, puis après faire un graphisme, de voir le mot qui revient, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'à un moment il revient, etc. Pour pouvoir après voir qu'est-ce que le texte dit en fait, et comment est-ce que je peux éventuellement le casser, ce texte. Ou bien enlever tous les points, toutes les virgules et tout ce qui s'ensuit, et garder que le graphisme du texte. ôter tout le signifiant du texte, et puis tout ce qui veut dire, et garder seulement... seulement le graphisme sonorité. Quand tu dis ton texte, tu as en fait, tu as soit, si c'est lu en fin ou en gras ou en couleur, c'est les couleurs on mémorise plus les couleurs, disons, qui donnent la structure aussi du texte. D'accord. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que justement, ça oblige à se poser des questions, ça oblige à réfléchir pourquoi l'écrivain ou la personne qui a écrit ce texte, pourquoi elle a mis ce mot et pas ce mot, pourquoi s'il y a des sons, s'il y a des i qui reviennent souvent, des o, des associations, des sons qui reviennent qu'on sent pas forcément si on travaille pas avec ce texte, et si on les ressort vraiment d'une façon très pénible, disons, et tout d'un coup on voit une structure qui, même si l'écrivain n'y a pas pensé, évidemment. Et même si le spectateur ne le voit pas non plus. Oui, quoi. Et l'écrivain, quand tu n'écris pas en te disant je vais faire ça et ça, mais si tu es un bon écrivain, tu as une façon aussi d'écrire, tu as un choix des mots, et de retrouver ça, je trouve que c'est super intéressant. Souvent, on a sur la scène, très souvent, un acteur qui propose quelque chose et que c'est tout petit. On voit
lui, on a l'impression qu'il donne tout ce qu'il a, et il te dit, moi, j'ai donné toute mon émotion là, et en fait, ça donne quelque chose qui est tout petit sur scène et qu'on a besoin. On aimerait bien que ça grossisse, voilà, que ça soit plus, et qu'ils perçoivent aussi que ce que lui il donne, c'est vraiment tout petit, et qu'en fait, ma chérie, il va falloir pousser, ne serait-ce que pour qu'on puisse comprendre ton émotion à partir du 3e rang, quoi. Donc, comment tu fais ça? Comment tu prends la chose, déjà pour pas vexer l'acteur en question qui déjà lui est déjà a l'impression d'avoir déjà donné beaucoup, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que effectivement ça grossisse, quoi. Et enfin, j'ai vu tes mises en scène, et je vois aussi sur scène le travail qui est réalisé de l'acteur, et comment il arrive à faire des choses. Je veux rien nommer, je veux pas donner d'exemple parce que je voudrais te laisser développer, mais voilà, comment on arrive du satisfaisant à enfin satisfaisant, de l'acceptable, du minimum syndical à ça devient quelque chose d'intéressant pour le spectateur. Ouais, alors là, il y a 3 choses que j'aime bien faire. Une chose que j'aime bien faire, mais que les acteurs n'aiment pas tellement faire, c'est tu as une fois que tu as un texte, enfin, ça ne fait rien, ça. Oui, quand tu as un texte, soit un texte sur lequel tu as travaillé, soit un texte, la personne qui lit son texte, il faut absolument l'obliger à se décontracter. Pour ça, je fais. Alors, une chose, c'est pendant que la personne parle, en général, je la fais mettre sur une poubelle, sur un socle, ouais, mais vraiment très étroit. C'est-à-dire déjà une perte d'équilibre, enfin, obligée enfin, la peur de perdre son équilibre. Okay. C'est intéressant parce que du coup, le texte qu'on a en tête va être dit de façon tout à fait différente parce que tu es dans une situation de danger. Okay. Et souvent, derrière, je mets une personne qui manipule. C'est-à-dire okay, vraiment qui l'oblige alors lui, il ne fait rien du tout, il parle, mais qui l'oblige à faire n'importe quoi, des trucs avec les bras et tout ce qui s'ensuit, en regardant s'il y a des tensions quelque part, et en obligeant, en se disant, bon, je suis responsable pour ces tensions, c'est-à-dire si je sens que c'est lui qui bloque ou quoi que ce soit, j'essaye de débloquer. Donc d'un côté, tu es manipulé d'un côté, d'accord, tu es sur un espace assez réduit, et tu as ton texte. Et du coup, enfin, il y a des choses qui sortent, qui normalement ne sortent pas. Le deuxième exercice que j'aime bien, moi, c'est qu'il y a une personne qui est mise par terre, qui est vraiment au sol, sur le ventre, ou tu peux le mettre sur un tapis. Ouais. Et de le traîner, de le prendre par les pieds. Okay. Ton partenaire le prend par les pieds et le tire. C'est-à-dire qu'en fait, et la personne qui est tirée, il faut qu'elle ait un but, elle veut aller devant. Okay. Elle est tirée par derrière, mais elle est tirée, tu vois, donc il y a en même temps le texte que tu dis, l'énervement quand on manipule, l'envie d'aller là, et en fait, tu en as ras-le-bol d'être tiré vers l'arrière. Donc du coup, le texte, il n'y a plus de contrôle intellectuel okay, pour le texte, et souvent le texte il sort de façon tout à fait différente. Avec, okay, des sensations, des sentiments qui ne font pas forcément avec le texte, mais qui souvent enrichissent le texte. Et te permettent de créer un autre sillon, une autre façon, une autre manière d'aborder le... Et ça, et qui permet aussi à celui qui est traîné de se découvrir lui-même, de découvrir qu'il y a d'autres des possibilités, oui, qu'est-ce que ça veut dire de plus contrôler, d'être obligé de s'oublier, quoi, enfin, de ouais, se dire c'est mes sentiments, c'est ce que je ressens en ce moment, et c'est pas ce que je ressens parce que c'est le texte qui me dit qu'il faut que je ressente ça, mais c'est l'agressivité, c'est la fatigue, c'est tout ce qui est dedans. Donc tu subis en fait la force de l'autre. Il n'y a pas que tu arrêtes de contrôler en fait
tes propres mouvements, c'est ça? Tu arrêtes de contrôler ton... Tu subis absolument tu... la volonté de l'autre. Ok. Mais le truc, c'est pas, si on te tire en arrière, tu ne te laisses pas tirer, évidemment. Il faut que toi, tu veux aller quelque part et on te tire derrière. Ça vient tu crées une opposition, quoi. Tu crées une opposition. Ouais, ok. J'appelle ça le duo de parole. C'est souvent, je mets deux personnes ensemble. Par exemple, si j'ai... quand tu as un rôle, comme tu disais ton exemple, et les deux personnes marchent ensemble, et la personne qui a son rôle, elle va parler, soit elle va dire son texte, soit elle peut dire son texte, et celui qui marche à côté d'elle essaye de pas l'imiter, mais de voir avec quelle gestuelle, quelque chose de saisir la façon dont ce texte il est dit. Ok. Et après, je fais passer les rôles, c'est-à-dire que celui qui va observer prend le rôle de la personne qui l'a observé. Ok. Et doit grossir ce qu'il a vu. Okay. Et après, je reviens et je refais grossir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours une observation et un contrôle, mais pas tu fais quelque chose et moi je regarde, mais on est ensemble, on marche comme des... Et souvent, enfin quelquefois, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, la personne qui était en fait le partenaire de jeu allait beaucoup mieux pour le rôle. Et souvent, ce sont même les acteurs eux-mêmes qui ont dit, oui, effectivement, toi tu le fais beaucoup mieux, tu le sens mieux. On va échanger, quoi. Donc, on va échanger. D'accord. Donc un enrichissement et oui. Ça me fait penser à cet exercice, alors je crois que c'est un exercice de la Commedia dell'arte, mais je ne sais pas d'où il vient, où tu te mets en cercle et il y a un participant qui fait le tour du cercle par l'intérieur, tu vois. Ouais. Voilà. Et puis il propose un geste ou un personnage ou quelque chose de physique. Et puis il y a un autre participant qui vient derrière lui et qui fait un peu plus gros. Et puis un troisième encore un peu plus gros. Puis il se suit. Et à un moment, le premier commence à voir derrière lui, enfin à la queue leu-leu, son geste qui a été grandi jusqu'à ce qu'il soit devant lui, parce que tout le monde va se mettre là, on va recréer un autre cercle. Et donc devant lui, il a, alors que lui il faisait juste se gratter les cheveux, il a quelque chose de beaucoup plus grand, d'énorme, que c'est en fait lui qui est à l'origine de ça, qui l'a proposé. Ouais. C'est le à deux, mais tu peux le faire avec un groupe. Ouais, le serpent. C'est le même genre de truc, je vois. Tout à fait. C'est très intéressant. C'est exactement pour ça qu'on est là. Quand tu fais des ateliers ou des cours ou des mises en scène, les gens qui sont avec toi, d'après toi, avec quoi ils repartent? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Est-ce qu'ils se disent, ok, avec Pascal, j'ai appris ça. Ça, au moins, ça, c'est quelque chose qui est clair et qu'elle m'a transmis. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Moi, à la fin d'un cycle, ou à la fin d'un cycle, à la fin d'un cours, à la fin d'une année, ou même à la fin d'un cours ou à la fin d'une séance. Alors, il y a des gens qui vont me dire, moi, c'est l'énergie, moi, c'est l'écoute de l'autre, moi, ça va être l'empathie, le déséquilibre, etc. C'est dur hein, comme question, c'est dur à formuler même. C'est dur comme question. Je pense que chez moi, ce qu'ils apprennent, c'est à aimer un texte qu'ils n'aiment pas au début. Ok. Enfin, je propose souvent des textes où vraiment... l'accueil est froid. L'accueil est froid. Et une fois que je suis vraiment persuadée que ce texte m'intéresse et que je vois des choses dedans, et que j'arrive à le faire aimer, enfin, et que je travaille dessus, souvent, ils avouent qu'ils n'auraient jamais pensé qu'on puisse faire à partir d'un texte comme ça, un spectacle comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on fait confiance, en général, enfin, ils font confiance,
Et je pense que oui, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant pour eux de voir qu'en fait, il y a plein de trucs qu'on ne saisit pas tout de suite et qu'on peut faire aimer, quoi. Une fois, on jouait, hein, c'était la première, hein, on jouait Shakespeare, c'était une scène à quatre avec quatre amants qui oui, songe d'une été, voilà. Merci beaucoup. Et donc il y en a un des comédiens, il sort de scène, et puis moi j'étais dans les coulisses, voilà, j'attendais, je recueillais, c'était une scène assez forte, et il me regarde et il dit « J'ai compris ce que je disais ». Voilà, voilà. Et en fait, merci. Ok. Ça fait 1 an qu'on travaille. Et il y avait cette espèce de. Comme il était dans le. Il avait trouvé, en fait, dans l'énergie du spectacle, avec le spectateur, il avait trouvé la compréhension de ce qui. Ça, moi, ça m'arrive presque tout le temps. Ah oui. Presque jusqu'à la fin, ou disons après, comme tu as dit, vraiment après le spectacle, où d'abord, évidemment, tout le monde est ensemble et il y a tout l'ensemble qui se construit, quoi. Ouais. Où c'est bon, pour la première fois, j'ai vraiment compris le texte, où j'ai vraiment saisi les finesses du texte, ou ce que je fais, pourquoi je suis là, etc. Je pense que ça, c'est une... Bon, ça vient aussi du texte, mais ça vient aussi de la façon dont on travaille. Étant donné, enfin, je pense que toi, tu fais la même chose. On ne donne pas un texte, et puis on dit, bon, vous apprenez le texte, et puis après, on va faire quelque chose de ce texte. Non. Mais on va, souvent, on donne le texte beaucoup plus tard, c'est-à-dire qu'on découvre ensemble quelque chose, qu'on construit ensemble, et du coup, ça fait très Serge Tuchel, ça fait très... Enfin, après, ça devient un collage, ou un montage, disons, de choses qui deviennent un tout, juste à la générale, ou bien à la première. Oui, c'est un puzzle qui se construit. Ouais. Moi, j'ai toujours cette idée de, enfin, je sais pas ce que tu en penses, si ça te donne à réflexion, mais cette courbe, voilà, qui amène le spectacle. On prépare le spectacle le spectacle se passe, et le spectacle sera prêt avant qu'on commence. Il sera pas prêt 2 heures avant, ni 2 mois avant, mais il sera prêt au moment où on va le jouer. Et il y a cette espèce d'angoisse de l'acteur qui s'est dit, mais on n'est pas prêt 2 heures avant, alors que, mais si, enfin non, oui, non, on n'est pas prêt, mais tu seras prêt le... Ouais. Oui. Et chez moi, il faut dire, je suis un peu chaotique, et souvent je change des choses relativement tardivement, ce que fait en fait presque tous les metteurs en scène quand on lit ce que disent, quand on écoute ce que font les metteurs en scène. Et ça, souvent les acteurs, ils n'aiment pas ça du tout. C'est-à-dire qu'alors là, ils sont complètement déboussolés. Que peut-être 1 heure ou 2 heures avant le spectacle, je dis tiens, j'ai une idée là, on met ça, on va mettre ça, on va... ça, ils n'aiment pas du tout. Ça rassure pas, ouais. Non, ça rassure pas. Et c'est mieux à chaque fois ou quand tu fais ça? Ouais, toi tu trouves que c'est mieux? Ouais. Ouais. Ça les déboussole énormément. J'ai vu 2-3 de tes spectacles et à chaque fois ce qui m'a étonné c'était comment tu arrivais à prendre le plateau. Tu as des gros plateaux, souvent donc le plateau c'est la scène, hein, et que on a une impression vraiment que les choses se passent de partout, que ça va très en profondeur, très en hauteur, très en... je ne sais pas si tu perçois ça dans ton travail, et comment tu fais pour travailler ça? C'est ma question. Comment je fais pour travailler ça? Je travaille très très longtemps sur mes spectacles. Enfin, j'écris tout ce que je veux, et je me fais beaucoup de storyboards. Ok. Je me fais vraiment toute une série de dessins en fait, avec les déplacements, avec les choses, donc je structure en fait en général j'ai une idée, enfin je change beaucoup d'idées, mais j'essaye de me représenter le plus de choses possible d'une façon de le visualiser sur du papier.
Ok. Par exemple, dans mes textes, je travaille sur 2 ou 3 colonnes et j'ai toujours colonne de texte, colonne d'activité, colonne de déplacement, colonne de je sais pas quoi. C'est-à-dire que donc, après, je laisse tomber, enfin, je veux dire, après, je réduis évidemment. Oui, il arrive ce qui arrive quand même. Je travaille beaucoup sur papier. Ok. C'est pas forcément une bonne idée, enfin, je veux dire, bon, c'est ma façon de travailler, quoi. Donc peut-être que parce que je me fais des schémas assez clairs, qui va là, qui vient là, qui va ça, ou comment est-ce que les ondes de lumière, tout ce qui s'ensuit, que j'utilise peut-être. D'accord. Et tu essaies de reproduire ce que tu as imaginé, tu essaies de de reproduire sur scène ou c'est juste des appels d'air pour... Voilà, c'est pour moi d'abord des réflexions. Ok. Des appels d'air, et après, bon, quand tu es sur un plateau, de toute façon, tu te rends compte, par exemple, au théâtre, tu as des extérieurs qui sont très larges, et tu te rends compte que tu n'as pas du tout tenu compte de ces extérieurs qui sont très larges, c'est-à-dire qu'il faut que là, tu élargisses ton avant-scène énormément, parce qu'il y a des côtés qui sont morts. Ouais. Donc là, il y a des besoins, c'est pratiquement à la générale que beaucoup de choses se mettent en place. La veille, quoi. Ouais. La veille, en fait, on va faire une entrée avec 6 chevaux blancs. Ok. Est-ce que tu aurais un truc à dire sur ton métier qui va rester dans les annales gravés? C'est beaucoup mon métier. Ouais. Je trouve que les deux matières que j'avais, les arts et le théâtre, ça se complète super bien, et qu'en fait c'est pour moi c'est un enrichissement continuel, parce que quand je vais dans des expositions, j'ai toujours en tête ce que je suis en train de faire, et tout ce que je vois, que j'aille au théâtre, au concert, à l'opéra ou dans une exposition de photos, je me rends compte que je suis toujours à apprendre, toujours en éveil. Comme si tu étais constamment en train de cueillir des éléments pour ton travail. Je ne les cueille pas, parce que je dirais comme Picasso, je ne cherche pas, je trouve. Je ne cherche pas, mais je trouve. Mm-hmm. C'est-à-dire tout d'un coup, paf, je vois un truc, et je me dis, tiens, ça c'est intéressant. Ou dans la rue, au terme. Donc voilà. Donc en fait, je trouve que c'est un enrichissement. Moi j'aime bien je trouve que c'est intéressant, parce que c'est vraiment un enrichissement continuel, en fait, et un enrichissement humain qui est en fait différent aussi de si tu fais que de l'art, si tu peins, dessines, etc. Tu es chez toi, ferme, et tandis que là c'est vraiment tu communiques quelque chose où il y a un résultat, tout en sachant que ce résultat c'est 3 fois, 4 fois au maximum, et après c'est oublié. Alors qu'une œuvre d'art, tu l'as fait, tu l'as mis au mur, tu l'as continuellement devant toi. Donc c'est 2 choses tout à fait différentes qui se complètent, je trouve. Ok. Et je sais que tu lis beaucoup. Enfin, pour moi, tu es un puits de connaissances sur les pièces de théâtre, sur les... J'ai lu du théâtre, du théâtre, oui. Que tu es au courant de choses. Et où est-ce que tu trouves tes lectures? Comment ça se passe? Comment tu pioches? C'est des choses qu'on... Je pioche d'abord régulièrement à l'Institut français, que je connais vraiment maintenant par cœur. Je pioche... je discute beaucoup avec des collègues de français, par exemple. J'ai des idées, et puis je discute avec des profs de français ou avec des profs de lettres. Donc du coup, il y a des relations qui se font, et du coup je vais là ou je vais là. Je vais chercher un truc, tes ressources, c'est un peu les autres, là, les collègues. C'est un peu, je regarde aussi, je pense sur Internet aussi beaucoup. J'ai plein de... J'ai 30 ans de programmes chez moi. Enfin, de théâtre, de théâtre, tout ce que j'ai vu, je l'ai dans un carton, dans un gros carton. Ok. Et je prends beaucoup de notes aussi quand je vais voir des spectacles. Donc, du coup aussi, si je vois un truc, je me dis tiens, ça m'a intéressé, je vais aller voir
qu'est-ce qui a pu intéresser aussi. Ce qu'a fait le metteur en scène, etc. Quand je prends un texte, à part le texte là maintenant qui est fait d'eau, où il n'y a pas grand-chose dedans, je fais énormément de lectures tout autour. Par exemple, Rêver peut-être, l'année il y a 2 ans, ou avec Casanova, je me lance sur la biographie. Enfin, un truc me mène à un autre truc qui m'intéresse. Et tu tournes autour, tu tournes autour. Des 4 strates et tout ça. Donc j'ai le temps, je suis à la retraite, donc je peux, et ça me passionne de voir tout ce qui est lié à quelque chose, tout ce qui t'amène à quelque chose, qui t'amène encore à quelque chose d'autre, qui te fait découvrir d'autres choses. Ok, super. On a fini, tu veux ajouter quelque chose Non, je pense que non. on a... Très bien, super. Ben, merci beaucoup. Eh ben, c'est moi qui vous remercie, je ne pensais pas avoir une belle lumière comme ça. On est bien accueillis ici. Bien accueilli, oui, super.